Dans cette première histoire, on va suivre le récit de Sophia. Sophia avait 10 ans au moment des faits, elle était à l'école primaire. C'était une journée comme les autres, elle revenait de la pause déjeuner, elle est rentrée en classe, et là le prof arrive, mais il commence pas la classe. Il va voir directement Sophia et il lui dit « Sophia, j'ai une mauvaise nouvelle ». Effectivement, ça commence direct là. Reste calme et écoute. Ta mère a eu un accident au travail, prends tes affaires et va dans le bureau du principal. Sophia est très choquée par cette nouvelle, ses amis essaient de la rassurer, de la consoler en lui disant que peut-être ce n'est pas très grave. Et du coup très rapidement, Sophia rassemble ses affaires et elle se dirige vers le bureau du principal. Le principal l'attendait et lui dit « J'ai eu ton père au téléphone, il m'a dit que ta mère était sévèrement blessée, il va se rendre à l'hôpital maintenant et il va passer pour te récupérer. Tu dois attendre devant la porte de l'école et il va venir te chercher. Tu devrais te dépêcher, il ne va pas tarder. » Le principal regardait sa montre en se disant que voilà, ça allait se faire rapidement. Et Sophia dit « Mais monsieur ». Le principal l'interrompt et lui dit « Vas-y, il va t'attendre ». Sophia répète « Mais monsieur ». Et on lui répond « Jeune fille, qu'est-ce que t'attends ?» Le principal met des coups de pression. Tension, tension, le coup de boule n'est pas loin. Et là, de manière assez énervée, parce qu'elle n'est pas écoutée, forcément, respectons un peu les jeunes. Sophia lui dit « Mais monsieur, je n'ai pas de père. Je vis seulement avec ma mère. Mon père est décédé quand j'étais encore un bébé. » Après cette révélation, le principal il est sur le cul, clairement, comme vous peut-être. Après ça, il y a eu beaucoup de vacarme dans l'établissement. Tout le monde s'est demandé ce qu'il se passait. Le principal a appelé le numéro qui avait été communiqué par la mère en cas d'urgence pour voir ce qu'il se passait. Il l'a appelé, il tombe sur la mère qui va très bien. Donc là, on se dit, mais que se passe-t-il? Après ça, forcément, je veux dire, il y a eu un peu un état d'alerte dans l'école. La police a été appelée pour que personne ne rôde autour de l'école. Les parents ont été prévenus pour qu'ils viennent récupérer leurs enfants, pour être sûr que tout le monde était bien en sécurité. Et étrangement, derrière ça, personne ne sait qui était l'homme qui a appelé et ce qu'il comptait faire de Sophia. On s'en doute un petit peu, un kidnapping sûrement. Mais je trouve ça quand même assez dingue que t'es dans une école, tu vérifies rien du tout. Le mec appelle, il dit je veux récupérer tel enfant et l'école ils disent ok. Après peut-être que cette histoire date, donc toute la sécurité a été renforcée dans les écoles, mais déjà tu te dis si quelque chose comme ça arrive, c'est quand même laisser libre cours à plein de kidnappeurs d'enfants. Dans cette seconde histoire, on va suivre le récit de Alex. Alex avait 15 ans au moment des faits, il avait l'habitude de partir en camping avec sa famille au milieu de nulle part. Forcément, c'est propice à ce qu'il se passe des choses plutôt dérangeantes. Il était avec toute la famille, ses parents, ses frères et sœurs, ses cousins, ses oncles, vraiment toute la famille était présente. C'était le plus vieux des enfants, la famille d'Alex qui allait régulièrement camper au milieu de nulle part, mais quand même au même endroit, ils croisaient d'autres personnes et du coup, ils faisaient comme s'ils se connaissaient quoi, ils avaient tissé des petits liens. Alex nous dit que sa famille le croyait énormément, ils avaient une confiance totale en lui parce que c'était un bon garçon. Il était toujours à l'heure pour dîner, il faisait pas de bêtises, il avait de bonnes notes à l'école, vraiment le petit garçon parfait. Donc une journée, Alex avait 15 ans, il est parti jouer avec d'autres enfants du camp. La seule règle, c'était que Alex devait rentrer à l'heure pour dîner le soir. Voilà, Alex était plutôt libre. Donc pour vous contextualiser la chose, vous avez un groupe d'adolescents entre 15, 16, 14 ans qui sont tout seuls dans la forêt sans adultes. Encore une fois, ça sent la couille. Un jour, alors qu'ils se balaient dans la forêt, Alex et son groupe d'amis sont tombés sur un sentier qu'ils n'avaient jamais vu auparavant qui avait l'air d'avoir été tracé par des cerfs. Donc ils se disaient, wow, on va voir peut-être des cerfs, c'est trop cool. Le sentier était vraiment super clair, vous voyez qu'il y avait eu du passage par ici. Donc Alex et ses amis sont super contents. Voilà, ils observent un peu les lieux, ils voient qu'il y a une sorte de tunnel de branches qui a été fait. Donc ils sont assez émerveillés. Vient ensuite l'heure du dîner, donc tout le monde mange chacun chez sa famille et après ça les adultes te proposent de jouer à cache-cache. Bon, c'est un cache-cache un peu particulier, personnellement ce cache-cache là j'ai jamais joué. En gros, on va avoir deux équipes. Chacun a une lampe torche, une équipe va se cacher, l'autre va chercher ceux qui sont cachés et en fait le but d'avoir des lampes torches c'est que quand vous trouvez quelqu'un vous devez l'identifier, vraiment dire qui c'est. À partir du moment où vous l'avez trouvé et que vous avez dit qui c'est, il rejoint votre équipe et il vous aide à trouver les autres. Le gagnant final il gagne un paquet de bonbons, histoire de faire genre t'as un truc à gagner. Dans cette première partie, Alex fait partie du groupe qui doit se cacher. Ils ont 5 minutes pour aller chercher une cachette, peu importe, il n'y a pas forcément de règles sur les cachettes, ils peuvent monter aux arbres, se cacher dans des buissons, vraiment c'est libre. D'habitude, Alex a tendance à se cacher dans les arbres, mais ça l'a jamais permis de gagner. Du coup, il décide de changer de stratégie et d'essayer de s'adapter justement à ceux qui recherchent. Pas se cacher à un endroit précis, mais voilà, essayer d'être tout le temps en mouvement. C'est une petite leçon de stratégie sur le cache-cache. C'est cadeau. À un moment donné, il trouve un spot, et je vous le donne en mille, c'est le petit chemin qu'ils ont trouvé plus tôt. Le chemin était tellement bien caché qu'il se dit qu'il va gagner les bonbons. Le chemin, en fait, il s'enfonçait de plus en plus dans la forêt et dans les buissons. Donc, Alex se dit que c'est l'endroit idéal, il commence à s'aventurer sur ce petit chemin, il se dit que ceux qui le cherchent ne le trouveront jamais.
fermé, mais il fait attention à ce qu'il n'y ait pas des gens sur ses traces. Et à un moment donné, effectivement, ceux qui le cherchent arrivent sur le fameux chemin. Alex est arrivé au bout du chemin, du coup il pouvait pas aller plus loin, il décide de se cacher dans les buissons. Et fort heureusement pour lui, dans le cadre du jeu, les gens arrivent au bout du chemin mais ne le voient pas, du coup il décide de rebrousser chemin. Pour essayer de rester encore plus discret, il remarque qu'il y a un autre chemin encore plus caché que celui qu'il vient de prendre, mais qui est super difficile d'accès. Vraiment faut ramper pour y accéder. Alex a la stupide idée de s'y rendre, et il tombe sur quelque chose qu'il ne sait pas décrire ou qu'il ne veut plus décrire. À un moment où Alex essaie de se frayer un chemin, il était vraiment accroupi, il trébuche sur quelque chose qui semble assez rigide, assez dur, mais voilà, il tape dedans, il tombe. Là vous allez me dire, mais sur quoi il a trébuché? Je vais vous le dire. Il a trébuché sur le corps d'une femme, jeune, nue, lacérée. En gros, un cadavre. C'est une image qui hante à jamais l'esprit de Alex, parce que quand il est tombé, qu'il a regardé le cadavre, dans un premier temps, il a regardé son visage. Et en fait, ce cadavre, il a les yeux ouverts et il regardait dans la direction de Alex, comme si elle le regardait dans les yeux. Je pense que ça, c'est une image qui te hante. Alex, il ne sait pas quoi penser, la seule chose qu'il se dit, c'est il va pas aller plus loin que ça, il a peur de ce qu'il pourrait découvrir d'autre. Et il a tellement peur qu'il n'ose même pas crier. Il est totalement tétanisé dans le noir, dans la forêt, à côté d'un cadavre, dans les buissons. Il n'y a pas plus glauque, je crois, comme situation. Il a l'impression que ça dure des heures. Jusqu'au moment où il entend du bruit, quelqu'un qui se rapproche de lui. En fait, pour que vous visualisiez la chose, on a le sol, le cadavre qui est sur le sol, et en fait, Alex est tombé dans une sorte de petite tranchée à côté. Il n'est pas directement visible à côté du cadavre. Et en plus, il n'est pas super exposé non plus. Du coup, il entend des bruits de pas qui se rapprochent de lui. Et en fait, il est tellement tétanisé qu'il ne sait pas quoi faire. Il se dit, est-ce que je m'enfuis? Que faire? Et pour lui, la solution la plus viable, c'est de ne pas s'enfuir, c'est juste de se la fermer, de ne faire aucun bruit jusqu'à ce que la personne parte. C'est ce qu'il fait, il retient sa respiration et il essaye de se dégager vraiment sans aucun bruit. Et ensuite, il entend les bruits de pas qui ont tendance à s'éloigner. Ça se rapprochait, c'est comme si en fait c'était passé juste à côté de lui et qu'ensuite ça se rééloignait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous stressez? Ok, moi aussi. À un moment donné, en avançant vraiment petit à petit, Alex commence à pouvoir vraiment s'en aller et à se dégager totalement de la merde dans laquelle il s'est fourré. Vous savez, à un moment, il fait le fameux petit craquement de branche là que vous voyez dans tous les films d'horreur. Il pète une petite branche et ça fait un petit bruit forcément qui alerte la personne qui était à côté. Sauf que la personne semblait épuisée et elle n'a pas décidé de chasser Alex. Fort heureusement pour lui d'ailleurs. Sauf que vous vous dites, Alex il est en train de s'enfuir tranquillement, il va s'en sortir. Attendez, Alex a un visuel sur les chaussures de l'homme. Il continue de reculer petit à petit. Et là, un deuxième bruit de craquement de branche. Là par contre c'est un peu plus tendu. En fait ce que Alex comprend c'est que le premier craquement l'homme ne l'a pas forcément entendu. Le deuxième était bien plus fort et là l'homme l'a entendu, il se retourne et là Alex décide de se barrer en courant. Il court aussi vite qu'Usain Bolt, c'est ce qu'il dit. L'homme le poursuit en courant mais au bout d'un moment Alex le distance parce que l'homme s'arrête de le poursuivre parce qu'il était fatigué apparemment et du coup il a arrêté de le poursuivre à un moment donné. Alex arrive finalement à revenir au camp, il raconte tout ce qui s'est passé aux personnes présentes autour de lui. Ils ont tous été très choqués, on comprend. Les adultes se sont dirigés à l'entrée du fameux chemin qu'ils avaient découvert plus tôt dans la journée. Ils ont appelé la police est arrivée. Ils ont effectivement trouvé un homme dans les bois qui rampait dans les buissons pas loin du fameux chemin. En fait, il avait entendu la police arriver, du coup il essaie de se cacher tout simplement avec un couteau ensanglanté. Il avait en sa possession un grand sac noir avec dedans des instruments de découpe. Par exemple, une scie appartenant à l'homme a été retrouvée à côté du cadavre. On se doute un peu quand même de ce qu'il comptait faire avec. Alex a encore aujourd'hui des cauchemars vis-à-vis de cette situation. Il s'imagine en train de se faire tirer par la nuque par l'homme qui le pourchassait. Forcément, pour vous résumer un peu le truc, Adam est dans la forêt, il trouve un cadavre et il tombe aussi sur l'homme qui a mis le cadavre ici. Ah non, ça je veux pas le vivre. D'ailleurs, je veux vivre aucun trait d'horreur, je suis con. Mais ça, je comprends que c'est le genre de choses que tu dis que tu vas le voir que dans les films et que finalement non, les gens le vivent réellement. En tout cas, je compte sur vous dans les commentaires, vous lâchez un maximum de soutien pour Alex pour qu'il se remette au mieux de cette situation qu'il a vécue quand il était plus jeune et qui le traumatise encore. Dernière histoire les amis, ça va être l'histoire de Rose. Rose était au lycée, elle était plutôt naïve, c'était totalement une adolescente dans la fleur de l'âge. Elle vivait dans une petite ville avec une communauté assez soudée, donc il n'y avait vraiment jamais d'incident dans cette ville-là. Il y faisait bon vivre, on peut se le dire. Il y a un couple marié qui s'est installé à côté de chez Rose. Ils avaient 2 enfants, un qui ne lui plaisait pas, qui avait son âge et qu'on va appeler Marc. Et le second garçon était plus grand que le premier. Rose le trouvait vraiment très beau et on va l'appeler Jason. Marc a intégré l'école de Rose et a également intégré la même classe qu'elle. Rose, elle s'asseyait à côté de lui. Ils ont même travaillé sur des projets de groupe ensemble comme de bons camarades de classe. Un jour où Rose était assise à côté de Marc, elle lui a un peu parlé. Et à un moment donné, Marc lui dit avec une voix plutôt grave: tu devrais faire attention. Mon grand frère t'aime beaucoup, mais la dernière fille qu'il a beaucoup aimée est la raison pour laquelle nous sommes partis. Forcément, Rose, elle était assez choquée d'entendre ça parce qu'en plus, c'est la seule chose que Marc lui a dit. Peu de temps après, Rose était toute seule chez elle, ses parents étaient partis faire du shopping. Il commençait à faire nuit et elle entend quelqu'un sonner à sa porte. Rose est partie ouvrir pour voir qui c'était et elle voit personne.
il y avait seulement une enveloppe avec son nom qui avait été déposée devant sa porte. Le contenu de cette enveloppe était assez dérangeant. C'était un long poème, dont Rose était le sujet, mais pas un poème très romantique, c'était un poème où il était raconté comment elle se ferait attaquer par un homme avec une cape et que cet homme la frapperait. Et qu'en plus de ça, il l'emmènerait dans une cave et qu'il lui ferait différentes choses qu'on ne citera pas. Dans un premier temps, Rose pense que c'est un de ses amis qui lui a fait une blague. Elle appelle donc ses amis en leur disant haha tu m'as bien eu, ton poème était super dérangeant, il m'a vraiment foutu la chair de poule. Et ses amis lui répondent à chaque fois mais de quoi tu parles? Mettez-vous en tête qu'en fait ça s'est passé très rapidement. Elle a reçu l'enveloppe, elle l'a lu, elle a direct appelé ses amis. Donc elle était encore au téléphone qu'elle entend quelque chose taper sur la porte arrière de sa maison. Au début c'était assez doux, c'était pas très fort et ça devenait de plus en plus fort, de quoi mettre un peu la pression évidemment. Après, les coups se sont arrêtés et tout est devenu silencieux. Rose est toujours convaincue que c'est un de ses amis qui lui fait une blague, donc elle décide d'ouvrir la fenêtre de la cuisine pour jeter un coup d'œil et elle ne voit rien du tout. À ce moment-là, Rose est toujours au téléphone avec une de ses amies et du coup son ami lui crie d'appeler la police. À ce moment-là, la sonnerie de sa porte sonne de nouveau. Rose s'y précipite pour essayer de prendre la personne sur le fait et encore une fois, personne. Elle ne voit rien du tout. Elle allume la lumière du porche, elle l'éteint. Vraiment, elle ne voit rien. Elle ne sait pas du tout qui peut faire ça. Même si, en voyant l'histoire, on peut avoir des petites suppositions évidemment. N'est-ce pas Jason? Forcément, au bout d'un moment, Rose elle est quand même plutôt apeurée. Elle a tellement peur parce que ses amis lui disent tous qu'ils n'ont rien fait. Imaginons que ce soit un meurtrier, elle dit je vais avoir une crise cardiaque. Son ami arrive à convaincre Rose d'appeler la police, elle le fait. La voiture de police arrive, du coup elle attendait devant sa porte, elle voit de l'autre côté de la rue le fameux Jason qui est là et qui regarde. La police est donc allée le voir pour l'interroger, pour lui poser des questions s'il avait vu quoi que ce soit, et chose étrange, il s'enfuit. La police se rattrape facilement et il se débat, et du coup en fait Jason en s'enfuyant il courait vers une sorte de petit local pas très loin de chez lui. Visiblement ça l'appartenait. La police l'a arrêté devant. Ils ont recherché dans ce local et ils ont vu différents éléments. Ils trouvent des éléments de la maison de Rose dans ce local-là qu'il avait volé. En gros, on peut en conclure que c'est lui qui rôdait tout ça autour de la maison. Mais ce qui va être plutôt assez dérangeant, c'est qu'en fait, ce Jason a totalement assassiné le chat d'un autre voisin. Mais avec un couteau qui a été retrouvé sur les lieux, qui était ensanglanté, ils en ont conclu que Jason avait dépecé le chat et avait gravé dessus le nom de Rose. Est-ce qu'on va pas niquer Jason pour avoir buté un chat? Je pense que si, hein. Ils sont relous les mecs, à chaque fois ils vont buter les chats et tout là. C'est bon là, ils m'ont saoulé là. Donc forcément après ça, Jason a été arrêté et du coup on va voir l'explication de toute l'histoire. Jason était certes beau gosse, il était mentalement perturbé. Il peut pas tout avoir dans la vie les amis. Il était en fait totalement fou et ses parents faisaient comme si de rien n'était. Ils ne l'ont pas emmené pour être soigné. Le jeune frère Mark a essayé de prévenir Rose et du coup Rose est devenu très ami de Mark et s'est rapproché de lui. Après avoir fait plus ample connaissance avec lui et s'être rendu compte qu'il était vraiment super sympa, en fait, ils vont reparler de cette fameuse discussion qu'ils avaient eue dans la salle de classe où il mettait en garde Rose contre son grand frère. En fait, c'est que son grand frère lui faisait peur et du coup, il a essayé de la prévenir. Et en fait, il voulait pas trop parler à Rose parce qu'il avait peur que son frère, qui faisait une obsession sur Rose, le découvre et le blesse. Alors dans ce premier récit, on va suivre l'histoire de Charlotte. Charlotte a 15 ans, elle va au lycée, elle vit pas très loin de son lycée, du coup elle y va à pied. Elle vient encore chez ses parents, du coup c'est la rentrée des classes. Charlotte se rend à pied au lycée, la journée se passe totalement tranquillement, et en rentrant ensuite chez elle, elle est à pied, elle se rend compte qu'il y a un camp d'immigrants qui s'est installé près de chez elle. Elle distingue un homme, la trentaine, qui la fixe en train de marcher. Elle se dit bon, le mec il est tranquille dehors, elle passe, donc bon, il regarde un peu ce qui se passe et du coup il lui jette un petit coup d'œil. L'homme lui sourit, Charlotte elle ne réagit pas, elle continue sa route. Le lendemain, même journée, tout se passe bien et au moment d'entrer chez elle, elle recroise justement l'homme qui lui avait souri la veille. Sauf que là, l'homme va essayer d'entamer la conversation avec elle en lui disant un peu des banalités. Charlotte, elle répond vraiment très brièvement, elle est focus, elle a ses écouteurs, elle fait genre elle entend pas forcément tout ce que le mec dit et elle rentre chez elle. Charlotte, elle en parle à ses parents, elle est un peu agacée parce que voilà, elle passe sa journée d'école et elle a envie d'être tranquille après. Le lendemain, même chose, sauf que là, l'homme lui parle, mais plutôt que de rester au camp de migrants, il la suit presque jusqu'à chez elle. Charlotte arrive à l'éviter parce qu'elle commence à courir et à faire le tour du pâté de maison pour pas que l'homme sache vraiment où elle habite. Après l'avoir semé, elle retourne chez elle. Charlotte en parle à ses parents disent que les migrants ne devraient pas rester là très longtemps, et du coup ils disent de laisser courir le truc. Une petite semaine plus tard, Charlotte n'avait plus rencontré cette personne-là qu'il avait déjà abordée et suivie. Elle se dit que peut-être le camp est toujours là mais que lui est parti, du coup elle est plutôt contente et elle est prête à vivre sa meilleure vie. Mais à partir de ce soir-là, elle commence à mal dormir. Pendant plusieurs nuits, elle a l'impression de se sentir épiée. Le matin quand elle se réveille, elle se sent pas bien, elle a un peu un sentiment de malaise, mais elle sait pas d'où ça vient. En plus, on est à la rentrée, donc il fait encore assez chaud. Peut-être qu'elle se dit que c'est la chaleur. Du coup, elle n'y prête pas forcément attention. Elle garde plutôt toute cette affaire-là pour elle. Un peu plus tard,
la nuit, Charlotte se réveille parce que pareil, elle n'arrive pas trop à trouver le sommeil, ou c'est un sommeil plutôt dérangé quoi, elle ne dort pas d'un sommeil profond. En fait, elle se sent comme observée, donc dans un premier temps elle a tendance à essayer de se cacher un peu dans la couette, mais elle décide après de mettre la lumière sur cette histoire, se dire que peut-être qu'elle a l'impression est totalement erronée. Elle allume donc la lumière de sa chambre, et là ce qu'elle voit, c'est le fameux homme qu'elle avait déjà croisé auparavant, qui était assis sur une chaise en face de son lit, en train de la fixer, et il était en train de se tripoter la quiquette. Et là, Charlotte a une très bonne réaction, c'est qu'elle ne reste pas totalement tétanisée, elle va crier de toutes ses forces. L'homme, lui, va très peu réagir parce que c'est vraiment quelque chose qui se passe très rapidement. Et là, le père va rentrer dans la chambre, vraiment comme s'il y avait le feu. Il voit l'homme, la quéquette qui pend. Et là, il y a un petit combat qui s'entame. La mère appelle la police, le père arrive à maîtriser l'homme, la police arrive et il confirme qu'effectivement, c'est bien un homme du camp de migrants. Et qu'en fait, il avait fait ce coup-là à plusieurs filles dans le voisinage. Il s'était introduit par effraction dans les différentes maisons pour regarder les jeunes filles dormir. L'homme a donc été arrêté, le camp de migrants a été démantelé. La plupart des migrants en fait qui vivaient dans ce camp-là avaient des problèmes mentaux. Forcément pour le voisinage c'était pas forcément quelque chose de très sympathique. Après ça, Charlotte a suivi bon nombre de séances de thérapie. On peut le comprendre, c'est quelque chose que j'aimerais pas voir quand je me réveille en pleine nuit. Et elle nous dit, fort heureusement, qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que vu qu'il faisait encore assez chaud, Charlotte avait tendance à laisser sa fenêtre ouverte et que c'est par là que l'homme en fait rentrait. D'où le fait que les parents ne se soient méfiés de rien. Moi ça va, j'ai de la chance, la seule chose que je peux voir la nuit en me réveillant, c'est mon chat qui fait des bêtises. Dans ce second récit, on va suivre l'histoire de Ellie. Ellie était une femme mariée qui en avait un peu marre de son boulot, du coup elle avait décidé de prendre des cours du soir pour essayer de se trouver une nouvelle voie professionnelle. Elle était intéressée par la psychologie, du coup elle a entamé des cours du soir dans une classe de psychologie. Donc c'était plutôt des adultes qui avaient dans ce cours-là, et du coup au début, au premier cours, il y avait une sorte de présentation, chacun disait un peu ce qu'il faisait dans la vie, qui il était, pourquoi il avait choisi ce cours, donc les trucs qu'on peut retrouver encore même quand on est au lycée, par exemple, les genres de petites présentations. Et du coup, Ellie était assise à côté d'un homme qui était policier. C'était un policier en service qui souhaitait développer ses compétences, donc il avait postulé pour cette classe de psychologie. Comme souvent quand deux personnes sont assises l'une à côté de l'autre dans une salle de classe, ils font un peu connaissance, ils parlent plus qu'avec les autres. Voilà, il y a un peu une relation de camarade de classe qui se crée. Donc bon, ils partagent un peu des éléments de leur vie, enfin des trucs vraiment bateaux. Et à un moment donné, le policier propose à Ellie, après la classe, de la raccompagner jusqu'à sa voiture parce que voilà, il serait nuit, il serait tard et que pour sûr qu'elle soit en sécurité. Ellie refuse gentiment en disant que c'est son mari qui vient la chercher après le cours. De nombreuses fois, le policier va lui proposer de la ramener à sa voiture, mais bon, régulièrement, c'est son mari qui vient la chercher. En plus de ça, au fur et à mesure, le policier devient un peu insistant, c'est-à-dire qu'il essaye concrètement de draguer Ellie alors qu'il sait pertinemment qu'elle est mariée. Ellie, en plus de ça, ça la met mal à l'aise, donc ça lui donne une raison supplémentaire de refuser le fait que le policier la raccompagne à sa voiture. Elle ne peut vraiment lui laisser aucun espoir qu'il pourrait se passer quoi que ce soit. Du coup, les cours du soir suivent leur rythme et à un moment donné le policier ne se présente plus au cours. À partir à peu près du milieu de l'année, il est toujours absent. Ellie suppose qu'il a eu un problème personnel qui fait qu'il ne peut plus se rendre au cours ou peut-être qu'il a déménagé, enfin peu importe. En tout cas qu'on ne le reverrait plus. Elle se dit que bon, ça arrive. C'est en rendant visite à sa mère un peu plus tard que Ellie va comprendre ce qu'il s'est passé. Sa mère lui raconte qu'apparemment un officier de police a été arrêté et mis en prison parce qu'en fait il se proposait à des femmes pour les raccompagner jusqu'à leur voiture. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Et une fois arrivé à leur voiture, il les agressait et il les violait. Oui, un policier. C'est très rassurant. Forcément, Ellie, elle fait le rapprochement, elle s'est dit qu'elle a quand même eu énormément de chance de toujours refuser, bien que de temps en temps elle avait envie d'accepter les propositions, parce que son mari ne venait pas forcément toujours la chercher, des fois elle venait avec sa propre voiture, et elle refusait tout de même, même si elle se sentait pas forcément très en sécurité, donc elle avait quand même réfléchi éventuellement à accepter cette proposition au cas où pour sa sécurité. Pour sa sécurité, elle a bien fait de refuser. Ça c'est ouf quand même, tu te dis quelqu'un qui est censé te protéger qui t'agresse. Bien sûr, Ellie, après tout ça, n'a plus jamais eu de nouvelles de ce policier. Elle ne sait pas s'il est resté en prison ou quoi que ce soit. En fait, à partir du moment où il n'est plus venu en cours, elle n'en a plus jamais entendu parler. Elle directement, la seule fois qu'elle a entendu parler, du coup c'était avec sa mère. Dans ce troisième récit, nous allons suivre l'histoire de Carlos. Carlos vivait dans un complexe d'appartements qui était assez bien sécurisé. Il y avait un digicode à l'entrée, il fallait un badge pour accéder au parking. Franchement, c'était plutôt safe comme endroit pour vivre. Un jour, Carlos reçoit une note qui a été adressée à tous les résidents qui dit que le code de la porte principale, le digicode, sera changé. Et la note disait qu'il fallait aussi bien fermer sa porte à clé parce qu'il y avait apparemment des comportements suspects dans le complexe d'appartements. Forcément, quand tu vis dans un endroit qui a l'air plutôt
plutôt sécurisé, ça inquiète. Un peu plus tard, une autre note a été donnée aux résidents qui disait qu'un homme avait été aperçu regardant les balcons et essayant de regarder dans les appartements. Et de plus, pour le moment, le code de la porte principale n'a pas encore été changé. C'est pas très rassurant encore une fois. On prépare les valises pour déménager, non? Bien sûr, notre ami Carlos il verrouille toujours sa porte à clé. Et un matin, il se réveille et sa porte n'est pas fermée à clé. Alors qu'il est persuadé d'avoir fermé à clé. À ce moment-là, il avait des amis chez lui, du coup il a demandé si ses amis étaient éventuellement sortis pendant la nuit. Et ses amis lui disent évidemment que non. La nuit suivante, Carlos est seul chez lui, du coup il met un point d'honneur à vérifier que sa porte est bien fermée à clé avant qu'il aille dormir. Vraiment, il se dit, je vérifie, comme ça je suis sûr et certain que je l'ai fermée à clé. Carlos va se coucher et le lendemain matin il se réveille, la porte est ouverte. Carlos commence à flipper un peu, normal. Il commence à scanner un peu son appart et se dit tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce que j'ai peut-être éventuellement été cambriolé? Est-ce qu'il n'y aurait pas des signes que quelqu'un était présent dans l'appartement mis à part lui? Non, rien du tout. Il ne trouve absolument rien. La nuit suivante, Carlos revérifie que toutes les portes sont fermées, mais vraiment toutes les portes de son appartement. Il regarde la porte d'entrée, les portes coulissantes, les portes du balcon, la porte de la salle de bain, vraiment toutes les portes. Il s'endort et super tôt le matin, à 5-6 heures, son chat est très agité et du coup il l'enlève de la chambre et le met dans le salon. Je connais ça. Quelques minutes plus tard, il entend son chat qui fait des bruits étranges. Carlos décide d'aller voir, il jette un petit coup d'œil au travers de sa porte et il voit que sa porte est déverrouillée. À partir de là, Carlos décide de prendre les choses en main. Il appelle les propriétaires de son complexe d'appartements et il leur demande de venir pour inspecter l'appartement pour voir si éventuellement il n'y aurait pas un moyen d'entrée qu'il ne connaît pas et en plus demande à changer les serrures. Les propriétaires effectivement s'exécutent, ils le prennent au sérieux et depuis ce moment-là, plus rien d'étrange ne se produit. Carlos en conclut donc les choses suivantes. La première, c'est que quelqu'un avait sûrement les clés ou un double des clés de son appartement. Il ne sait pas de quelle manière, mais c'est sûrement le cas. Il pense également que quelqu'un du coup s'infiltrait dans son appartement et le regardait dormir. Il pense éventuellement à l'homme qui avait été signalé par la note de service. Carlos se dit qu'il était peut-être totalement paranoïaque, mais d'un autre côté, il est sûr à 100% que ses portes étaient verrouillées, donc vraiment c'est une théorie qu'il laisse quand même de côté. Moi ce que je pense c'est qu'il y avait effectivement quelqu'un chez lui, peut-être un ancien locataire de l'appartement qui du coup avait les clés. Je pense que ça c'est une théorie assez plausible. Dites-moi vous vos théories en commentaire, ça m'intéresse, faut qu'on résout ce mystère ensemble. Dans ce premier récit, on va voir l'histoire de Louis. Louis avait 9 ans au moment des faits et avec sa sœur il participait à des classes de natation. Un soir, sa mère est allée les récupérer, les a ramenés à la maison, elle leur a dit de vite se doucher et de se changer pour ensuite aller faire les courses dans un magasin de la ville. Il faut savoir que la famille de Louis, quand ils vont au restaurant, ont tendance à rester assez longtemps. Je sais que comme ça peut être assez hors contexte, mais vous allez comprendre. Du coup, quelques jours plus tôt, alors qu'ils étaient au restaurant, ils étaient restés assez tardivement sur les lieux et en rentrant chez eux après avoir passé une bonne soirée, ils se sont rendus compte que quelqu'un s'était amusé à couper des tuyaux à l'extérieur de la maison. Ils ont donc demandé à un des employés du restaurant, car effectivement le restaurant où ils allaient c'était le leur, de justement réparer les dégâts qui ont été causés. Revenons à notre histoire. Il est donc 18h30 et Louis monte donc à l'étage pour aller prendre une douche et enlever le chlore de la piscine qu'il avait sur lui. Sa sœur, elle, est dans sa chambre en train de se changer. Louis est tranquillement en train de prendre sa douche quand tout d'un coup, il entend la porte de la salle de bain qui s'ouvre. Il se dit que c'est sa sœur qui est dans la salle de bain pour sécher ses cheveux, pour se coiffer avant d'aller faire les courses au magasin. Avec la vapeur d'eau et le rideau de douche, Louis ne voit pas qui est dans la chambre, mais voilà, ce sont ses suppositions. Et du coup, on va se dire, mais est-ce que c'est vraiment sa sœur ? Il se pourrait bien que non. Louis demande à sa prétendue sœur ce qu'elle fait dans la salle de bain et il n'a pas de réponse. Mais quelques secondes après avoir posé sa question, son rideau de douche s'ouvre et il voit un homme qui saute dans sa douche, qui enlève son t-shirt et l'enroule autour de la tête de Louis. Louis, naturellement, il crie, il a très peur. La mère de Louis, qui était au rez-de-chaussée, entend les cris de son fils. Elle se précipite dans la salle de bain et elle est assez terrifiée par le spectacle qu'elle a devant elle parce qu'elle voit un homme qu'elle ne connaît pas dans la douche avec son fils. La mère hurle, l'homme se retourne vers la mère, il sait qu'il est pris au piège. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse la mère et il part en courant vers la porte arrière de la maison et s'enfuit. La police, bien sûr, a été appelée, mais ils n'ont jamais retrouvé l'individu qui s'était introduit dans la douche de Louis. Mais en tout cas, ce que la petite famille suppose par rapport à l'intrusion de cet homme, c'est qu'en fait, quand l'employé du restaurant a réparé la tuyauterie de la maison, il aurait laissé la porte de la maison ouverte et c'est là que l'homme serait entré dans la maison et se serait caché jusqu'au moment des faits que je vous ai raconté. Après, on ne sait pas vraiment quelles étaient ses intentions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles n'étaient pas forcément très saines. Et on peut comprendre que quand t'es tranquille en train de te détendre dans ta douche, t'as un mec que tu connais pas qui arrive comme ça, tu flippes. Personnellement, c'est pas là que j'ai envie forcément de faire des rencontres. Après ces événements, bien sûr, Louis a été traumatisé par la douche. Il avait peur de s'y rendre tout seul. Est-ce qu'on peut en vouloir à Louis ?
Je ne pense pas. Le père de famille s'est procuré une arme à feu pour défendre sa famille. Tout le monde est devenu un petit peu paranoïaque, mais voilà, au fur et à mesure du temps, ça quand même allé mieux. Ils n'ont jamais eu affaire de nouveau à cet homme, et ils se posent quand même quelques questions, notamment quelles étaient ses intentions, hein. Ça reste assez mystérieux. Nous on se pose la question, il se pose la question, tout le monde se pose la question, on dirait. Toi aussi tu te poses la question, et toi aussi. Toi je sais pas, mais toi aussi tu te poses la question. Il y a beaucoup trop de questions sans réponse. Évidemment. Ah là là, se faire attaquer dans sa douche quand même. Tu vois, déjà te faire attaquer dans ta maison, c'est chaud, mais en plus quand t'es à la douche, c'est comme si tu te fais attaquer alors que t'es aux toilettes. Les intrus n'ont pas d'honneur. Dans cette seconde histoire, on va voir le récit de Arnaud. Arnaud vivait dans un appartement, dans un bâtiment qui était constitué de 3 étages. Lui était au 2e étage et il faut savoir que tous les appartements étaient connectés par un vide sanitaire. Une soirée, alors que le soleil se couchait, Arnaud marchait dans son appartement quand quelque chose a un peu attiré son attention. Il vivait aux États-Unis, donc vous savez, aux États-Unis, sur certains immeubles, on a des sortes d'escaliers de secours en cas d'incendie qui sont collés aux fenêtres. Vous voyez déjà peut-être où je veux en venir. Arnaud se baladait donc tranquillement et là il voit une femme à sa fenêtre justement de secours qu'il regarde de l'extérieur de son appartement. Là on commence direct. Au bout de quelques instants, Arnaud se rend compte que la femme avec les reflets du soleil qui se couchait ne le voit pas, mais qu'en fait elle est en train d'essayer de s'introduire par la fenêtre dans son appartement. Arnaud prend la décision de s'allonger sur le sol pour essayer de se cacher au maximum. Son cœur bat déjà très vite. Il continue d'avoir un aperçu sur la femme qui se trouve à la fenêtre et il voit bien qu'elle essaye concrètement d'ouvrir la fenêtre de son appartement. Arnaud ne sait pas quoi faire parce qu'il est allongé sur le sol et son téléphone se trouve dans sa chambre qui est dans une autre pièce. Après avoir patienté ce qui était une éternité mais ce qui était en réalité que quelques minutes, la femme est finalement partie. Mais cela ne veut pas pour autant dire que c'est la fin de l'histoire. Arnaud se relève, se dirige donc dans sa chambre pour récupérer son téléphone. Il envoie un message à son propriétaire et appelle la police. La police le prévient qu'ils vont venir sur les lieux pour voir ce qu'il se passe. Du coup Arnaud se sent un peu plus en sécurité et il décide de revenir dans la pièce à vivre de son appartement, là où tout s'est passé. Arnaud se rapproche de la fenêtre, celle où il a vu la femme, pour voir s'il la voit, peut-être en bas de l'immeuble en train de partir, enfin en tout cas pour essayer de la localiser. Et pendant qu'il regarde, à un moment donné, il entend un bruit venir juste au-dessus de sa tête. Permettez, je regarde quelque chose. Les frissons sont bien là. Arnaud dans son appartement, il a un plafond un peu décollable, vous savez, le plafond de base et en dessous on a des sortes de petites dalles qu'on peut enlever. Je sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je parle, mais en tout cas c'est ce qu'il a. Et justement le bruit dont je vous ai parlé attire son attention, il décide donc de jeter un petit coup d'œil, de quoi se faire encore plus peur, il était déjà pas très serein dans cette situation, et il voit justement une dalle du plafond qui commence à se lever. Et juste quelques secondes plus tard, il voit 2 yeux qui le regardent. Arnaud reconnaît immédiatement les yeux de la femme qui le regardait par la fenêtre, et là, 1 million de questions se posent dans sa tête. Mais la première, c'est comment elle s'est retrouvée là. Il ne comprend pas comment elle a fait pour passer de la fenêtre à l'intérieur de son plafond. Arnaud est en panique, il décide de se ressaisir, il prend son courage à 2 mains, il se saisit d'un balai, la chose qui était la plus proche de lui, et il commence à frapper la femme avec. Et là, le hasard fait extrêmement bien les choses parce qu'au moment où la femme tombe du plafond, la police toque à sa porte. Arnaud fonce à la porte pour ouvrir aux policiers, sauf que malheureusement le temps qu'il déverrouille sa porte et que la police rentre, la femme avait eu le temps d'accéder à la fenêtre, celle où elle regardait de base, pour s'enfuir. Les policiers ont donc retourné l'appartement, ont regardé dans le plafond, mais ils ne l'ont pas retrouvé, ils n'ont trouvé aucune trace de cette femme. Bien sûr, même à l'extérieur de l'immeuble. Mais ce n'est que quelques jours plus tard qu'il va y avoir quelques éléments de réponse. C'est qu'en fait, un autre voisin a aperçu cette femme sur justement sa fenêtre de secours, sur le fameux escalier de secours. Et il a appelé la police, mais là la police est intervenue rapidement. Forcément, ils étaient aux aguets parce qu'ils avaient déjà eu un signalement par rapport à cette femme. Et cette fois-ci, ils ont pu l'arrêter. Ils l'ont retrouvée effectivement sur l'escalier de secours, et les policiers ont dit à Arnaud que cette femme en fait était totalement défoncée, et qu'au moment de son arrestation, elle avait d'ailleurs été plutôt violente à leur rencontre. Donc qui sait ce qu'elle aurait pu faire à Arnaud si elle avait pu effectivement s'introduire dans son appartement. On ne sait pas, ça restera un mystère. En tout cas, Arnaud, ça l'a quand même pas mis bien de voir que quelqu'un qui se trouvait à l'extérieur de sa maison, et que bien que sa porte d'entrée était fermée à la clé, puisse quand même s'introduire chez lui. Donc Arnaud, peu après ces événements, a pris la décision de déménager. Et ça, c'est tout à son honneur. On le comprend totalement, je pense. Personnellement, je sais qu'on peut rentrer chez moi par mon plafond. Je peux te dire que je quitte l'appartement dans les plus brefs délais. Parce que là, on a une femme totalement défoncée qui s'introduit chez toi. Bien qu'on ne connaisse pas ses intentions, c'est pas cool. Mais imagine ce serait un tueur, un kidnappeur, quelque chose de pire que juste une femme qui s'introduit chez toi comme ça, bah ce serait peut-être potentiellement dangereux pour ta vie, non? Dans cette dernière histoire, on va voir le récit de Barbara, qui était une jeune fille de 17 ans au moment des faits. Elle était au lycée, elle vivait dans une maison assez grande. Elle vivait seule dans la maison avec ses parents parce que ses frères et sœurs étaient partis déjà de la ville où ils vivaient
pour leurs études. Barbara nous dit que c'est une femme qui a le sommeil léger. Typiquement, elle n'est pas comme moi déjà. Déjà parce que c'est une femme, et de deux parce que j'ai le sommeil lourd. C'est-à-dire qu'en fait, le moindre bruit va la réveiller. Et c'est pour ça qu'elle nous dit qu'elle a l'habitude de se réveiller à différents moments de la nuit et qu'elle n'est pas surprise des fois d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'il est 3 heures du matin parce qu'elle a entendu juste quelque chose tomber dans sa chambre. Du coup, elle nous dit qu'un soir, elle dormait, elle a été réveillée à 3h15 du matin. Elle est un peu confuse parce qu'elle ne comprend pas ce qui l'a réveillée. Parce que généralement, quand elle se réveille la nuit, elle entend un boom, elle regarde, elle voit quelque chose qui est tombé par exemple. Et là, ce qu'elle entend, c'est des sortes de bruits de pas. Vraiment très léger, comme si quelqu'un essayait de faire le moins de bruit possible, et ces bruits semblent venir de l'extérieur de sa chambre. Le lit de Barbara est parallèle à sa porte de chambre, donc ils sont assez proches. Elle entend les bruits de pas qui se rapprochent de plus en plus de sa porte, et elle se dit naturellement que ça doit être ses parents. Je pense que dans cette situation, on se dirait tout ça. Elle se dit donc qu'ils doivent être là, à checker quelque chose, mais elle ne sait pas forcément quoi. Et là, ce qui va un peu l'intriguer, c'est qu'elle entend la poignée de porte se tourner vraiment très délicatement. Elle se dit toujours que c'est ses parents qui essayent de faire le moins de bruit possible pour ne pas la réveiller. Et là, dans un grincement, la porte s'ouvre, encore une fois très lentement, et Barbara entend un craquement parce qu'en fait sa porte, qui est un peu vieille, peu importe que tu l'ouvres rapidement ou pas, elle fait un grincement. Là, elle voit une sorte de silhouette rentrer dans la chambre, et là, elle se dit encore une fois que c'est ses parents, jusqu'au moment où elle va entendre le bruit d'une lampe de poche qui est allumée, vous savez, une sorte de claque. Et là, elle est terrorisée. Elle commence vraiment à transpirer, elle est dos justement à l'ouverture de la porte, du coup on peut pas voir si elle dort ou pas, alors qu'en fait elle est très bien réveillée, et elle se rend compte qu'il n'y a pas une personne, mais plusieurs. Barbara nous dit qu'elle a déjà pensé à ce qu'elle ferait si ce genre de situation arrivait. Elle se disait qu'elle devrait faire la fille badass, à les attaquer, à crier, vraiment à les empêcher de s'introduire dans sa chambre, mais là elle a tellement peur qu'elle ne fait rien. Elle essaye de faire comme si elle n'était pas dans la chambre, elle reste cachée. Elle essaye de maîtriser sa respiration pour avoir la respiration la plus calme possible pour que les intrus qui se trouvent dans sa chambre ne sachent pas qu'elle est réveillée. Elle essaye d'écouter tout ce que les intrus font dans la chambre et elle se rend compte qu'en fait, ils sont en train de cambrioler la maison. Elle entend que les deux individus qui sont là bougent ses affaires et de temps à autre, très discrètement bien sûr, Barbara essaie de jeter un petit coup d'œil pour voir à quoi ressemblent les individus. Elle voit qu'ils ont des grosses huites, qui sont assez robustes et imposants. Ils avaient des casquettes de baseball. À un moment, croyant entendre un bruit, ils se sont retournés et ont éclairé Barbara qui était dans son lit. Barbara, bien sûr, a réussi à se cacher avant de se faire démasquer, et après cela, ils n'ont plus jamais pointé la lampe de poche sur Barbara. Après quelques minutes qui ont semblé une éternité, ils ont enfin quitté la chambre de la jeune fille. Elle les entend toujours marcher dans la maison, aller dans la chambre des frères et sœurs de Barbara pour voir s'il n'y aurait pas par hasard des objets de valeur. Barbara, elle est toujours dans son lit, ne sachant pas quoi faire, elle est encore tétanisée de ce qui vient de se passer. Elle veut attraper son téléphone pour appeler son père qui est dans sa chambre au rez-de-chaussée. Elle voulait faire sonner l'alarme, elle voulait faire plein de choses, mais elle avait tellement peur qu'en fait elle ne pouvait rien faire, elle n'en avait pas la force. Et là, étrangement, elle ne sait pas pour quelle raison, si c'est qu'elle avait trop peur ou qu'elle a eu une montée d'adrénaline, elle n'en sait pas, mais elle s'est endormie. Parce que la seule chose qu'elle se souvient après ça, c'est s'être réveillée à 6h du matin. Elle entend ses parents qui sont au rez-de-chaussée, Barbara se lève, se précipite pour aller les voir, elle leur demande si c'est eux qui sont allés dans la chambre pendant la nuit. Ses parents ont commencé à avoir le visage un peu pâle et lui ont dit non, c'était pas nous. Barbara fond en larmes et explique toute l'horreur qu'elle a vécue pendant cette nuit-là à ses parents. Les parents ont bien sûr appelé la police, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose malheureusement. Les parents ont raconté que quand eux se sont réveillés, ils ont vu que tous les placards étaient ouverts, les fenêtres, les portes, des objets avaient été brisés, enfin vraiment il y avait un sacré carnage. Mais ce qui va être un peu plus inquiétant, c'est ce qu'ils ont trouvé en bas de l'escalier. Ils ont trouvé un grand sac qui contenait du ruban adhésif et une clé USB qui était vide, qui n'avait aucune donnée dessus. Barbara préfère ne pas réfléchir à ce à quoi ces éléments étaient censés servir, mais ce qui est encore plus étrange, c'est que les intrus n'ont rien cambriolé du tout. Ils n'ont rien pris du tout. Et apparemment, ils sont partis ayant laissé le sac près de l'escalier en précipitation. C'est assez étrange quand même comme histoire. Ça a pris une semaine à Barbara pour pouvoir dormir dans sa chambre seule de nouveau, parce qu'elle sent comme si son intimité avait été attaquée. Elle se sent pas bien du tout alors qu'elle est censée être en sécurité dans sa chambre, dans sa maison. Là elle se sent pas du tout en sécurité, elle est pas bien. Le sort de sanctuaire un peu que représente notre chambre, c'est un peu notre zone, notre endroit, a été totalement sali par ces intrus. Depuis ce jour en tout cas, Barbara dort toujours avec près d'elle un spray au poivre, vous savez, une sorte de petite bombe qu'on peut mettre dans les yeux des agresseurs et c'est censé leur piquer pour qu'on puisse ne pas se faire agresser. Et elle dort toujours avec à côté d'elle une machette, rien que ça. À chaque fois elle vérifie les serrures
2 ou 3 fois. Elle n'a jamais revu ces hommes, ils ne se sont jamais réintroduits dans la maison. Mais en tout cas, ce qu'elle nous dit, c'est que si jamais un jour elle était amenée à les recroiser, plus jamais elle ne serait tétanisée comme elle l'a été et qu'elle, cette fois-ci, agirait. Les amis, c'était la fin de cette histoire. C'était une histoire assez folle. Après, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est pourquoi les intrus sont partis comme ça, assez en précipitation. Après, je suppose que le ruban adhésif, c'était éventuellement pour attacher les parents et Barbara si jamais ils se réveillaient. Après, la clé USB, je ne sais pas du tout à quoi ça pourrait servir. Peut-être que c'était pour essayer d'accéder aux ordinateurs et voler, je sais pas, des codes bancaires, ce genre de choses. C'est possible, ou peut-être des documents importants si les parents en avaient par rapport à leur travail. Après, qu'est-ce qui aurait pu expliquer que ces intrus partent de manière assez précipitée? Bah, peut-être qu'ils auraient vu un voisin qui aurait vu du mouvement dans la maison, qui aurait regardé, ça les aurait inquiétés, et du coup, bah, ils se seraient enfuis précipitamment. C'est possible. Je vois pas forcément pour quelles raisons les intrus auraient pu s'enfuir comme ça en laissant leurs affaires. Ça reste assez mystérieux. N'hésitez pas à me dire vos théories dans les commentaires, ça m'intéresse, ça c'est une affaire qu'on se doit de résoudre pour Barbara. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Ophélia. Ophélia vivait dans une petite ville, elle avait 14 ans au moment des faits. Quand je dis que c'est une petite ville, il y avait 9000 habitants dans la ville. C'était une ville principalement composée de fermiers. Du coup, forcément, dans cette ville, tout le monde se connaissait. Il y avait quand même un lycée avec une équipe de baseball, donc petite ville américaine classique. Ophélia avait une amie qui s'appelait Sarah. Sarah avait un grand frère qui s'appelle Aaron, il était dans l'équipe de baseball, il était lanceur, et Aaron avait un ami qui s'appelle Sam qui lui était assistant du coach. Régulièrement, les parents de Sarah et Aaron les laissaient, avec Ophélia et Sam, seuls chez eux, et ils pouvaient faire plutôt ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient faire des soirées, ils n'avaient vraiment aucune règle. Les parents d'Ophélia également se fichaient un peu de ce que faisait leur fille, et Sam, lui, vivait également chez ses parents, mais le groupe d'amis ne les avait jamais rencontrés. Ophélia se disait que, vu que Sam était tout le temps avec eux, bah eux aussi devaient laisser Sam faire ce qu'ils voulaient. Aaron et Sam surveillaient assez régulièrement les deux jeunes filles quand elles étaient en soirée. Voilà, ils gardaient un œil un peu protecteur sur elles. D'ailleurs, leurs amis de l'équipe de baseball n'avaient aucun droit de les approcher, tout simplement. Et c'était d'ailleurs aussi une des raisons de pourquoi ces deux jeunes filles n'avaient jamais eu de petite amie. C'était le dernier match de baseball de la saison. Aaron était lanceur, était titulaire dans l'équipe, Sam coachait l'équipe et malheureusement l'équipe a perdu. Après cet événement, comme à leur habitude, toute l'équipe est allée faire une petite soirée. Ils la faisaient de toute manière, peu importe le résultat du match, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Ils ont donc fait leur soirée. L'ensemble du groupe d'amis a quand même pas mal bu ce soir-là. Et après avoir consommé plus qu'elle ne le devait, Ophélia a renversé un verre dans la cuisine. Sam l'a aidé à nettoyer. Et après ça, ils sont restés dans la cuisine ensemble à parler un petit peu. Ophélia étant totalement dans le mal, Sam l'a emmené dans la chambre de Sarah, lui a fait un petit câlin et il l'a couchée pour qu'elle se repose. Forcément, cette nuit-là, Ophélia n'a pas très bien dormi, mais le matin, elle s'est réveillée avec un mal de crâne assez énorme, et en fait elle a eu une sorte de trou noir à son réveil. Ophélia sait qu'elle s'est réveillée plusieurs fois, mais elle a un énorme trou noir sur ce qu'il s'est passé. Elle se souvient avoir entendu crier, s'être réveillée et voir la mère de Sarah et Aaron dans le salon, avec ses deux enfants, mais également avec le shérif de la ville. Plutôt étrange. Tout le monde semblait assez choqué, donc Ophélia se dit que ça n'a sûrement rien à voir avec le fait qu'ils aient fait une soirée. Au fur et à mesure qu'elle se réveille, Ophélia reprend peu à peu ses souvenirs, elle se souvient que le shérif lui a demandé à quel moment elle avait vu Sam pour la dernière fois. Ophélia avait du mal à répondre au shérif parce qu'elle disait qu'elle n'était pas dans son état normal, mais voilà, elle dit qu'elle l'avait vu dans la cuisine et qu'elle l'avait couché. Le shérif avait un petit bloc-notes dans lequel il a écrit ce que lui racontait Ophélia, et ensuite il est reparti de la maison, ce qui semblait vraiment très étrange pour Ophélia. Ophélia, qui est maintenant bien réveillée, rejoint Sarah, Aaron et leurs parents dans la pièce à vivre, et elle se dit, la police cherchait Sam comme s'il était en fuite. Elle demande donc ce qu'il s'est passé la veille parce qu'elle ne s'en souvient pas très bien, et enfin elle a la réponse à toutes ses questions. Sam était en fuite et était recherché par la police parce qu'il avait assassiné ses parents. Il les a assassinés la veille quand il est rentré chez lui après la soirée. Pour le petit côté creepy, il les a assassinés avec une hache. Dans les faits, Sam a participé au match de baseball, à la soirée, et quand il est revenu chez lui, il est allé dans un petit cabanon qui se trouvait à l'arrière de sa maison, il s'est saisi d'une hache, il l'a plantée dans la tête de son père qui regardait à la télévision, sa mère qui a assisté à cette scène a couru vers le téléphone et a composé le 911, et Sam l'a assassiné pendant qu'elle était en ligne avec l'opérateur du 911. Après cela, il a disparu pendant 2 jours. Ophélia était totalement choquée en apprenant cette nouvelle parce que Sam était quand même un gentil garçon, donc on ne pouvait pas supposer qu'il allait faire ce genre de massacre.
Elle pensait que c'était une mauvaise blague ou même qu'elle était encore en train de rêver. Elle ne se souvient plus très bien ce qu'elle a fait les 2 jours où Sam était en fuite parce qu'elle était encore sous le choc. Ophélia nous confie également qu'elle ne se souvient pas très bien de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 jours parce que pendant cette courte période, elle a augmenté sa consommation avec Sarah de drogue et d'alcool, ce qui n'a pas aidé justement à lui raviver la mémoire. Après ces 2 jours, Sam a été retrouvé. Il a avoué son crime, l'enregistrement a été fait sur une cassette par les enquêteurs, mais il n'a jamais donné aucune raison de pourquoi il avait commis cet acte infâme. Ce qui reste du coup pour les habitants de la ville un véritable mystère. Forcément pendant un moment c'était le sujet principal de conversation dans la ville, mais au bout d'un moment tout le monde a décidé d'aller de l'avant et du coup décidé de ne plus en parler du tout. C'est une histoire assez glauque, assez surprenante je pense, parce que quand tu te dis que quelqu'un que tu connais, que tu as côtoyé, qui t'a un peu protégé a commis un acte de la sorte, je pense que tu tombes totalement dénu. Et en plus moi ce que je déteste c'est de ne pas savoir les mobiles, et là on n'a pas le mobile. Après dans les commentaires de ce thread, tout le monde y est un peu allé de sa théorie, et celle qui ressort le plus c'est qu'en fait Sam était peut-être battu par ses parents, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y avait un conflit entre les parents et Sam qui l'a rendu totalement fou. Je vais maintenant vous raconter le récit de Josh, mais ce n'est pas lui qui a vécu quelque chose de frissonnant, c'est son père, Jonathan. Jonathan il travaillait dans une entreprise et en fait son travail c'était de couper des arbres dans les forêts, donc en fait il pilotait des grosses machines qui permettaient d'abattre de gros arbres en même temps dans les forêts. Forcément son métier impliquait qu'il se retrouve seul pendant de longs moments dans les forêts, on sent que ça commence à puer déjà. Petit détail qui a son importance, Jonathan était payé par rapport au nombre d'arbres qu'il avait coupés et pas au temps qu'il avait passé à les couper. Donc c'est pour ça qu'il faisait des grosses journées, des journées de 16 ou 20 heures pour couper un maximum d'arbres et avoir la rémunération la plus confortable possible. Lui, il coupait les arbres et ensuite le reste de l'équipe venait et nettoyait un peu la zone en enlevant les arbres qu'il avait coupés. Il travaillait 50% du temps totalement seul et les restes 50% avec une autre personne qui faisait la même chose que lui. Ce collègue s'appelait René. Ils utilisaient pour communiquer entre eux des talkie-walkie et du coup, René et Jonathan avaient été envoyés sur un nouveau site, un nouveau contrat pour abattre des arbres dans une forêt. Cette forêt était assez isolée, donc normalement ça devrait être un job plutôt classique qui ne signalait rien de dangereux. Tout se passait bien jusqu'au moment où ils ont commencé à entendre dans leur talkie-walkie des sortes de voix incompréhensibles, comme s'il y avait une autre fréquence qui interférait avec la leur. Ce n'était pas par moments, c'était vraiment constant. À chaque fois qu'ils utilisaient leur appareil, ils entendaient ces sortes de voix. Et peu importe la fréquence qu'ils utilisaient, ils entendaient ça, donc c'était assez perturbant pour eux. Au fur et à mesure qu'ils progressaient dans la forêt, les voix devenaient de plus en plus audibles. Les 2 collègues sont convaincus que quelque chose ne va pas, parce qu'en plus de ça, ils ont trouvé des conteneurs assez étranges qui indiquaient clairement qu'il y avait des gens qui étaient passés par là récemment, alors que normalement ça devrait être totalement inoccupé. La forêt était vraiment entre 2 montagnes, donc c'était quasiment inaccessible. C'est pour vous dire, ils ont passé 3 semaines à dégager la route pour pouvoir faire passer leur machine jusqu'à l'endroit où ils devaient se rendre. Plus inaccessible que ça, je pense que c'est compliqué. Ce qui est inquiétant pour les 2 collègues, c'est qu'ils ne sont pas censés quitter les lieux d'ici une semaine. Donc forcément, ils commencent à avoir un petit peu la pression, les 2 collègues. Et en fait, pour ce job, ils devaient camper dans la forêt et les seules fois où ils devaient la quitter, c'était pour éventuellement retourner dans leur camion pour aller chercher un peu d'essence pour alimenter leur machine. Donc, ils étaient totalement isolés, à 2 dans une forêt avec possiblement des gens qui étaient mal intentionnés. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient à ce moment-là. Est-ce que on a envie de faire ce métier? Personnellement, je pense que je passe mon chemin. Un jour, René était en train de marcher dans la forêt quand il est tombé sur quelque chose qui l'a intrigué. Il a appelé Jonathan pour enquêter un petit peu sur ce qu'il y avait et ils ont trouvé des éléments assez perturbants. Il y avait une tente avec un seul sac de couchage et un sac. Ils ont ouvert le sac. Et ce qu'ils ont découvert dedans, ça pourrait nous mettre des frissons vraiment si on était à leur place. Ils ont trouvé des sous-vêtements d'enfants. Déjà là on a un problème. Mais il y avait autre chose. Il y avait aussi d'autres objets qui séparément pourraient être anodins, mais ensemble, ça tenait pas en confiance. Il y avait de la corde, du ruban adhésif, des photos d'enfants attachées, mais également des photos d'enfants prises pour sûr sans qu'ils le sachent. Autant vous dire que là, faudrait appeler la police directement. Après, je suppose que dans cette forêt, on n'a pas de réseau. Dans la tente, il y avait également de la nourriture et des boissons, notamment une pomme qui n'était pas moisie, ce qui indique que l'occupant de cette tente était là encore récemment. À quel moment ces 2 hommes ne s'enfuient pas en courant? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne serais déjà pas rentré dans la forêt. Sécurité, avant tout. Donc déjà qu'ils n'étaient pas très rassurés d'être dans la forêt seul en entendant
les sortes de voix sur leur talkie-walkie. Maintenant ils se disent qu'ils sont seuls dans une forêt avec possiblement un agresseur d'enfants. René veut absolument quitter la forêt sans finir le travail, mais Jonathan lui est quelqu'un qui est quand même assez travailleur. Lui il se dit non, on finit le travail et après on s'en va. Honnêtement je ne sais pas si dans ce contexte là c'est une qualité. Les deux hommes décident donc de rester mais prennent une décision, celle de ne plus parler dans leur talkie-walkie pour éviter que les personnes qui se trouvent avec eux dans la forêt ne les entendent. Ils se disent qu'ils communiqueront uniquement en cas d'urgence. Le but c'est essayer de comprendre ce qui se dit dans leur radio pour voir un petit peu ce qu'ils se trament. Ils continuent donc leur travail et à un moment donné, à force de s'enfoncer dans la forêt, ils arrivent à entendre vraiment distinctement ce qui est dit à la radio. Apparemment, ce seraient deux hommes qui collecteraient de l'eau et du bois pour faire un feu. Rien d'anormal, sauf que ces gens ne devraient pas du tout se trouver ici. Et en plus de ça, on a une tente avec des éléments assez dérangeants à l'intérieur. À la fin de la journée de travail, Jonathan entend de nouveau les hommes parler sur la radio et là il prend la décision, je sais pas si c'est très intelligent, de leur répondre. Il leur dit qui êtes-vous et que faites-vous ici. Juste après qu'il ait dit ça, les hommes ont totalement arrêté de parler. Est-ce que Jonathan aurait fait une boulette? C'est fortement possible. Cette nuit-là, René et Jonathan dormaient dans un camping-car. À un moment donné, René réveille Jonathan en lui chuchotant de se saisir de son arme car il y aurait peut-être quelqu'un dehors. Effectivement, Jonathan quand il se réveille, il tend un peu l'oreille et il entend des bruits de pas qui tournent autour du camping-car. Forcément, il fait ce qu'on lui dit, il prend son arme à feu, sauf qu'il se rend compte qu'il n'a pas mis le chargeur dedans et il ne sait pas du tout où il est. Donc là, forcément, les deux hommes commencent un peu à paniquer, ils se disent qu'ils ne peuvent pas appeler la police parce qu'ils n'ont pas de réseau, et ils entendent le bruit de la poignée de porte du camping-car qui commence à bouger. Le camping-car est un peu surélevé, du coup, ils se préparent à sauter par la fenêtre arrière du camping-car, et ils entendent quelqu'un qui gratte sur la porte de là où ils se trouvent. Au bout de 4 minutes de grattage en continu sur la porte, Jonathan fait un signe de tête à René, signe qu'il faut sauter du camping-car. Il passe donc par la fenêtre tranquillement, il décide de rester un peu assis pour voir ce qu'il se passe, et au bout de quelques minutes, ils se disent on va essayer de choper le mec, de le prendre à revers. Ils se disent qu'ils vont chacun faire le tour du camping-car pour se saisir de l'homme par surprise. Ils se lèvent donc tous les deux tranquillement du camping-car pour être le plus discret possible. Ils se dirigent vers la porte, là d'où viennent les bruits. Et au moment où ils atteignent la porte, Jonathan ressent une douleur intense de son œil droit à sa joue gauche. En fait, il s'est pris un coup de couteau en pleine face. Jonathan, très surpris et qui souffre affreusement, tombe sur le sol. Un homme se met sur lui et un autre homme le frappe derrière la tête. René, lui qui n'avait pas été vu, arrive à dégager l'homme qui se trouvait sur Jonathan. Il aide Jonathan à se relever et il remarque qu'il y avait du coup deux personnes, un avec un couteau, un autre sans. La personne qui n'avait pas de couteau s'enfuit en courant dans la forêt et l'autre homme qui était de bas sur Jonathan, qui avait été éloigné par René, s'est relevé et a rejoint son complice en fuite. Jonathan et René s'enfuient de la forêt, ils remontent dans leur camion et ils vont à l'hôpital le plus proche. Jonathan, il a un gros coup de couteau en pleine face, faut soigner ça. Après cela, une fois qu'il est hors de danger, il décide d'aller voir la police pour raconter ce qu'il s'est passé. Sans surprise, les deux hommes ont quitté leur emploi juste après cet événement. Du coup, l'entreprise a envoyé une nouvelle équipe sur les lieux pour terminer le travail. Et 2 semaines après, Jonathan a appris que une des personnes de l'équipe a été retrouvée bâillonnée, ligotée, agressée et assassinée, et son corps en fait a été retrouvé dans un fossé dans la forêt. Personne n'a jamais été condamné pour ces crimes, tout simplement parce qu'on ne savait pas qui avait fait ça, même si nous, avec le témoignage qu'on a eu de Jonathan, on sait un peu, je pense, qui sont les coupables. Et depuis ce jour, Jonathan voit très mal de son œil droit et n'a jamais réussi à vraiment dormir la nuit car il souffre désormais d'un syndrome post-traumatique. Est-ce qu'on comprend? Totalement. Ça, y a pas de doute là-dessus. Ça, c'est une histoire, franchement. J'ai eu des frissons quand je l'ai lu, j'ai eu des frissons quand je vous l'ai raconté parce que tu te dis déjà t'es au milieu de nulle part. Ça peut en effrayer certains. Dans une forêt, ça peut effrayer encore plus. Et après, avec tous ces événements, il n'y a rien qui va. Il n'y a pas un seul moment où tu te dis je suis en sécurité. Et finalement, quand t'apprends en fait que les gens, en fait, c'est juste c'est clairement des psychopathes. Après, on n'a pas forcément beaucoup d'informations sur ces agresseurs. On ne sait pas si d'habitude ils enlevaient des enfants ou s'ils enlèvent vraiment n'importe qui. Donc ça reste assez mystérieux. Mais bon, j'aurais bien aimé qu'on nous dise dans quelle forêt ça s'est passé pour être sûr de ne pas y aller. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Tim. Tim nous raconte une histoire qui lui est arrivée il y a 28 ans. Il avait 8 ans au moment des faits. Ses parents, quand il était jeune, l'emmenaient régulièrement
pour Halloween chez ses grands-parents. Dans le quartier où vivaient ses grands-parents, il y avait également sa tante qui vivait seulement 2 maisons plus bas. Forcément, Tim adorait aller là-bas parce qu'il pouvait aller récupérer des bonbons dans le voisinage avec ses cousins. Entre la maison de ses grands-parents et la maison de sa tante, il y avait une maison qui ne donnait pas très envie. Elle était assez délabrée et elle avait tendance à faire peur à Tim et ses cousins. Quand ils allaient récupérer des bonbons le soir d'Halloween, ils n'allaient tout simplement pas toquer à la porte de cette maison pour essayer de récupérer des bonbons. Ils passaient directement leur chemin. Cette maison était habitée par une femme qui avait un physique assez imposant. Elle avait aussi un look assez atypique, elle avait des grosses bottes et elle portait des chaînes autour de son cou. Forcément, on peut comprendre que pour des enfants le soir d'Halloween, c'est pas un spectacle qui peut les rendre les plus joyeux. Tout le monde dans le quartier se disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez cette femme. En plus de ça, ce qui effrayait Tim et ses cousins, c'est que le soir d'Halloween, quand ils passaient devant la maison de cette femme, elle restait à la fenêtre et les regardait, ce qui les poussait à courir parce que ça les mettait extrêmement mal à l'aise. Ça les effraie tellement qu'ils n'ont jamais vraiment essayé une seule fois de toquer à la porte, car peut-être que les apparences étaient trompeuses. Effectivement, on en est à ce stade-là. Parfois, cette femme était à l'extérieur de la maison, elle arrosait les plantes dans son jardin, et à chaque fois que Tim et ses cousins passaient à côté, elle leur criait dessus et insultait les enfants, totalement gratuitement. Effectivement, ça a pas l'air d'être la voisine idéale. Parmi les choses qu'elle pouvait dire aux enfants, elle disait parfois que le diable venait pour eux. Quand t'es enfant, je suppose que ça te laisse un petit traumatisme. Bien sûr, Tim et ses cousins en ont parlé aux adultes, qui eux ne prenaient pas forcément la chose au sérieux. Ils disaient elle est un peu folle, passez votre chemin et oubliez-la. Comme je le disais au début de l'histoire, Tim se rendait chez ses grands-parents pour Halloween. Il est donc sorti avec ses cousins pour aller récupérer quelques bonbons, et ce soir-là, le cousin le plus vieux a lancé une sorte de petit challenge. Je suppose que vous vous doutez de ce que c'est de toquer à la porte de cette maison plutôt effrayante et de son habitante assez étrange. Tim n'avait pas du tout envie de le faire, mais il avait quand même une petite fierté. Il s'est donc dit qu'il allait accepter ce challenge. Habillés dans leur costume d'Halloween, ils se sont donc dirigés vers la maison qui leur faisait peur. Ils ont appuyé sur la sonnette. Soudainement, les enfants ont entendu des bruits de claquements, des bruits assez étranges venir de l'intérieur de la maison. Tim était prêt à s'enfuir, il avait totalement peur quand il a entendu la porte grincer, signe que quelqu'un ouvrait la porte. La fameuse occupante de la maison avait ouvert la porte, la maison était très peu éclairée donc elle était comme une ombre devant le pas de sa porte, et les enfants ont remarqué qu'elle tenait quelque chose au bout de ses doigts, ce qui les a fait partir en courant tout en hurlant à plein poumon. Ce qu'ils avaient vu, c'était ni plus ni moins qu'une tête décapitée. Une fois rentrés chez eux, ils étaient totalement sous le choc, ce qui peut se comprendre quand tu viens d'apercevoir une tête décapitée. Les enfants les plus jeunes qui étaient dans le groupe pleuraient. Bien sûr, les adultes en voyant ce spectacle ont demandé ce qu'il s'était passé, et quand les enfants leur ont raconté ce qu'ils avaient vu, les adultes ont rigolé. Ils ne les ont pas du tout pris au sérieux, et ça c'est pas cool. Et vous allez voir que dans la suite de l'histoire, ils auraient peut-être dû, à ce moment-là, se méfier un peu de cette voisine étrange. Le grand-père a dit que c'était juste une blague d'Halloween, qu'elle faisait ça pour les effrayer dans le thème de cette nuit qui est censé être un peu symbole de terreur. Et la grand-mère a dit que c'était en fait de la faute des enfants parce qu'ils n'avaient pas à déranger cette femme et que du coup ça leur servirait de leçon. Les grands-parents plutôt cool, hein. Après que les enfants aient repris leurs esprits, ils sont repartis pour aller récupérer des bonbons dans le voisinage tout en s'assurant de rester à bonne distance de la maison qui les avait effrayés. On avance dans le temps, 1 mois après cette fameuse soirée d'Halloween. La mère de Tim reçoit un appel des grands-parents. Ils appelaient pour dire que la fameuse femme qui vivait dans la maison assez creepy avait tenté d'assassiner la tante. Rien que ça. Selon les dires des grands-parents, la tante revenait des courses. Elle avait un paquet rempli d'achats dans une main et son bébé dans l'autre. Au moment où elle est arrivée devant sa porte d'entrée, la voisine chelou est arrivée derrière elle et cette voisine aurait fait passer une sorte de fil coupant, une sorte de barbelé autour de la nuque de la tante de Tim et en fait elle essayait totalement de la décapiter. Forcément la tante a été apeurée, elle a immédiatement lâché le sac de course, elle tenait toujours son bébé entre les mains, forcément elle cherchait à le protéger, et elle était en train de mener clairement le combat de sa vie. Pendant que la tante était en train de se débattre, elle a essayé d'atteindre la porte d'entrée et mettait des gros coups de pied dans la porte pour avertir son mari qui était à l'intérieur de la maison. Son mari a entendu, il a accouru pour voir ce qu'il se passait, il a remarqué que cette fameuse femme essayait de tuer sa femme, il s'est précipité dans le garage pour aller chercher une pelle et il a ensuite frappé la voisine jusqu'à ce qu'elle soit inconsciente. La tante de Tim a survécu à cette tentative d'assassinat, mais elle garde des séquelles physiques, elle a des cicatrices sur les mains et sur son cou, et bien sûr la police a été appelée. Ils ont arrêté la voisine étrange et ils sont allés enquêter dans sa maison pour voir s'ils trouvaient quelque chose qui pourrait justement alimenter un peu cette affaire. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose selon vous ?
totalement. Et quelque chose qui a choqué d'ailleurs l'ensemble du voisinage. Je pense que vous ne vous attendez pas du tout à ce que je vais vous dire. Cette femme, à partir de sa cave, a creusé des tunnels qui passaient sous les maisons des autres habitants du voisinage. Elle avait réussi d'ailleurs à accéder à certaines maisons par ces tunnels, dont la maison de la tante de Tim. De temps à autre, elle pouvait regarder ce qui s'y passait, mais ce n'est pas tout. Elle avait construit dans ces tunnels une sorte de tombeau, avec des bougies, vraiment quelque chose comme si c'était un truc de culte, et au milieu de ce tombeau, il y avait une vraie tête humaine, la fameuse tête que les enfants avaient vue le soir d'Halloween. Après un interrogatoire de la police, il s'avérait que cette femme avait assassiné une autre femme qui vivait précédemment dans la maison. La tête qui se trouvait sur le tombeau et que les enfants avaient vue était sa tête. Et en fait, cette voisine meurtrière, du coup, ne s'occupait pas du tout de sa maison et du coup, elle avait des vues sur la maison de la tante de Tim. C'est pour ça qu'en fait, elle avait décidé de l'assassiner pour s'approprier la maison. Et en plus de ça, elle a développé une sorte de passion à la suite de son premier assassinat, c'est la collection de têtes humaines. Donc en plus de vouloir s'accaparer la maison de la tante de Tim, elle voulait au passage aussi agrandir sa collection avec sa tête. Est-ce que vous avez envie de vivre dans son voisinage? Personnellement, pas du tout. Et en plus de ça, tu te dis que les enfants, ils avaient senti le truc venir, ils avaient vu la tête et les parents ont totalement rigolé. Et c'est pas la première fois, je crois, dans les histoires que je raconte, que les parents ne croient pas les enfants. On dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants, bah dans cette histoire-là, il n'y a jamais rien eu de plus vrai que ça. En tout cas, cette femme est désormais derrière les barreaux, tout le monde l'a trouvée étrange, et a raison visiblement. Dans cette seconde histoire, on va voir le récit de Bruce. Bruce était adolescent, et avec ses parents, ils avaient emménagé dans une nouvelle ville. Forcément, qui dit nouvelle ville dit nouvelle école. Et il a remarqué une fille dans sa classe qui lui plaisait beaucoup. Il l'a trouvée vraiment magnifique et il aurait donné n'importe quoi pour avoir un rencard avec elle. Au grand bonheur de Bruce, pendant un de ses cours, il devait faire un travail de groupe et le professeur l'a mis dans le même groupe que cette jeune fille qu'il trouvait magnifique et du coup il se disait c'était le moment opportun pour faire connaissance et lui demander si elle voulait sortir avec lui. Il n'était que deux dans ce groupe, ils ont donc travaillé chez la jeune fille, mais quand Bruce a vu où elle vivait, il a commencé à avoir quelques réserves sur le fait de sortir avec elle. Elle vivait dans une petite maison qui était un peu reculée de la ville, dans les bois. Sa mère n'était pas là et le père de la jeune fille donnait quelques frissons à Bruce. Pour lui, le père de sa crush était totalement fou. Il ne disait pas un mot, il agissait comme si Bruce n'était pas dans la maison, il marchait autour de la maison torse nu, en buvant de la bière, en fumant, et il tenait constamment un fusil de chasse. Effectivement, ça peut en effrayer certains. Apparemment, la seule chose qui intéressait cet homme, c'était chasser. Et puis ça se voyait clairement quand on rentrait dans la maison, parce qu'il y avait des peaux d'animaux, des têtes empaillées, ce genre de choses qui montraient que c'était vraiment un grand chasseur. Et c'est le genre de choses qui mettait Bruce totalement mal à l'aise. De retour à l'école, un ami de Bruce lui a fait part de certaines rumeurs qui tournaient sur la famille de la jeune fille dont il était tombé amoureux. La rumeur disait que son père avait tué sa mère et que la police n'ayant pas assez de preuves pour l'inculper, il est ressorti sans aucune sanction. Apparemment, le corps de la mère avait été retrouvé en plein milieu de la ville, couvert d'impacts de balles qui avait été fait avec un fusil de chasse. La jeune fille devait rester avec son père qui avait apparemment tué sa mère parce qu'elle n'avait aucune famille chez qui elle pouvait aller. Elle était donc forcée, un peu pris au piège avec son père totalement fou. Forcément, cette histoire a donné des petits frissons à Bruce, mais il n'y avait aucun moyen de prouver que cette histoire était bien arrivée et il se voyait mal aller demander à la jeune fille si cette histoire était vraie. Forcément, je pense que ça peut créer un petit malaise. Bruce décide de prendre son courage de main et de demander à sa crush si elle veut bien sortir avec lui. Et là, à sa grande surprise, mais bonne surprise, elle dit oui. Cette nuit-là, après qu'il lui ait demandé de sortir avec, il se rend donc chez elle, en voiture, pour la récupérer et qu'ils fassent leur petit rencard. Il a remarqué que la jeune fille s'était apprêtée pour lui, donc il était très content. Il disait que peut-être qu'il avait toutes ses chances. Et juste avant de partir, son père est allé voir Bruce et lui a parlé pour la première fois. Il a dit dans une sorte de grognement, tu sais ce qu'il va t'arriver si tu la touches. Là, forcément, Bruce repense à la fameuse rumeur où cet homme aurait tué la mère de la fille, donc il commence à se dire, mince, qu'est-ce que je fais? Il ne dit rien et il emmène donc la jeune fille pour aller voir un film, et après il se baladait tranquillement dans la ville. La menace du père de cette jeune fille a trotté dans la tête de Bruce, ce qu'on peut comprendre, c'est pas une menace anodine, surtout quand tu penses savoir ce qui s'est passé réellement avec la mère. Du coup, Bruce se dit, mince, si je me rapproche trop de sa fille, ce mec va me tuer. Il n'arrivait pas à chasser cette pensée de sa tête. À la fin de leur rencard, Bruce a ramené la jeune fille chez elle. Il y avait une sorte d'allée qui conduisait jusqu'à chez elle, donc il s'est arrêté là. Et Bruce a bien senti que c'était à ce moment-là qu'ils allaient s'embrasser. Bruce en a très envie, donc il décide d'oublier les menaces du père. Et du coup, les deux jeunes s'embrassent tranquillement.
Après ça, Bruce a rallumé les phares de sa voiture et il a remarqué quelque chose d'étrange. Il a remarqué qu'il y avait une sorte de traînée de sang qui remontait de l'allée vers la maison de la jeune fille. Dans un premier temps, il se dit qu'il voit des choses qui l'hallucinent. Parce qu'en plus de ça, la jeune fille, elle ne réagit pas du tout à ça. Le cœur de Bruce commence un peu à s'emballer, il se dit oulala, qu'est-ce qu'il se passe? Bruce avait envie de demander à la jeune fille si elle voyait également ce qu'il voyait, mais il avait peur de passer pour un idiot, du coup il n'a rien dit. Au fur et à mesure que la voiture remontait l'allée, la traînée de sang devenait de plus en plus large. Forcément, au fur et à mesure, Bruce devenait de plus en plus nerveux. Il avait totalement désobéi au père de la jeune fille. Il ne devait rien faire avec elle. Il l'a embrassée, donc forcément, il se dit qu'il va peut-être mourir. C'est quand même assez cher payé pour un petit bisou. Bruce est vraiment nerveux, la jeune fille ne réagit pas, elle est en train de refaire son maquillage dans le miroir de la voiture, donc elle ne dit rien du tout. Et encore une fois, il y avait de plus en plus de sang sur la route. Il arrive donc devant la maison, et la lumière de ses phares éclaire une figure dans l'obscurité. C'était le père de la jeune fille. Il attendait devant, couvert de sang, et il tenait un large couteau entre ses mains qui était également recouvert de sang. Il y a quelque chose qui gisait à ses pieds qui ressemblait à un corps. Le père commence à s'approcher de la voiture. À chaque pas qu'il fait vers la voiture, Bruce sent son cœur battre de plus en plus fort. Il commence à avoir des larmes qui apparaissent sur son visage. Et même si Bruce a honte de le dire, il s'est vraiment, littéralement, pissé dessus. On aurait peut-être fait pareil. Ne jugeons pas. Bruce est sûr que cet homme va le tuer et du coup, il s'évanouit. Il a fait une énorme crise de panique et quand il se réveille, il est à l'hôpital. Et c'est là qu'on va avoir une énorme révélation. Vous allez voir, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Dans ces threads d'horreur, on va vraiment de surprise en surprise. C'est le père qui l'emmène à l'hôpital et en fait, le père, dans la soirée, a vu qu'il y avait un énorme ours qui était en bas de son allée. Étant un fin chasseur, il a décidé de le chasser. Il l'a ensuite ramené à sa maison et en fait il était en train de le dépecer au moment où Bruce et la jeune fille sont rentrés à la maison. En plus de ça, la mère de la jeune fille n'est pas du tout morte. En fait, elle est régulièrement en voyage d'affaires, c'est pour ça qu'elle n'est pas forcément souvent en ville. L'homme et la femme sont toujours ensemble, et ils vivent très heureux. Maintenant, Bruce est toujours en couple avec la jeune fille avec qui il a fait un rencard, et à chaque fois qu'il vient lui rendre visite chez elle, le père, qui semblait être un meurtrier fou, totalement insane, se moque de lui en rappelant cet incident, et ils en rigolent tous les deux aujourd'hui. Comme quoi, les apparences peuvent parfois être trompeuses. Et là maintenant, une fois qu'on a l'explication de fin, tout se remet en ordre. Les grosses traces de sang qu'il y avait dans l'allée, c'est le sang de l'ours, parce que le père a traîné l'ours ensuite sur la route. Le corps qu'il y avait au pied de l'homme, quand Bruce est revenu de son rencard, c'était le corps de l'ours. Quand j'ai trouvé cette histoire, j'étais vraiment sur les fesses, sur mon petit fessier juste là. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'au final, à la fin, tu te dis, en fait, il n'y a rien de dangereux, rien du tout. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous la raconter, pour que vous soyez un peu comme moi, vous vous disiez, mais what?